Bienvenue dans Click, t'es à l'affiche du film Mercato de Tristan Seguela. Ça sort le 19 février avec Monia Choukri, Hakim Gemili, Biranba de la comédie française Excellent Biranba et Milo Machado Graner qu'on a découvert dans Anatomie d'une chute de Justine Triet. C'est l'histoire d'un agent qui s'appelle Driss, qui a connu ses heures de gloire, qui est un peu sur le retour et qui veut se refaire pour un dernier coup parce qu'il y a des voyous à ses trousses. Et au milieu de ça, son fils avec qui il n'a aucune relation et en toile de fond, un milieu du foot carnassier. Ouais. C'est ça. Oui, mais pas que. C'est aussi un agent qui est passionné de football, qui est transi de football. C'est la raison pour laquelle il court comme ça, il s'arrêtera jamais parce que c'est sa passion ultime. D'ailleurs, elle est dévorante au point qu'il sacrifie sa famille et qu'il n'a plus du tout de relation avec son fils. Il a eu des belles heures. C'était un bon agent en 2018. Il a eu Matuidi. Et puis, à cause d'une rumeur, il s'est retrouvé à sec. Au moment où on le prend, il est dans une précarité terrible parce qu'il n'y a plus personne qui lui fait confiance, il n'a plus d'argent et puis il a des voyous à ses trousses. Il a 7 jours, le temps d'un mercato, pour sauver sa vie et celle de son joueur. C'est un film... Bon, déjà, c'est un thriller, c'est pas une comédie. Et moi, je trouve que c'est le genre de film dans lequel on a l'impression que tu prends le plus de plaisir. Il y a eu Indigène, il y a eu Zonzon, il y a eu le film avec Bakri et Jaoui, et il y a eu Angela. C'est des endroits où on ne t'attend pas forcément, et j'ai l'impression que c'est plutôt vers là où t'aimes aller. Écoute, j'allais dire je suis né d'un drame. Non, mais j'ai commencé par Zonzon, tu vois, au cinéma, et j'ai enchaîné Le ciel, les oiseaux et ta mère. Et puis après, j'ai pas arrêté d'alterner parce que j'ai l'impression qu'il y a quasiment aucune différence entre les deux. Il y a le jeu au milieu, il y a toi, il y a les émotions que tu as envie de transmettre. Dans une salle de spectacle, c'est tellement différent, mais ça reste le même rapport aux gens. Tu as envie de transmettre quelque chose. Et comme grâce à l'improvisation théâtrale, j'ai pu bosser quasiment toutes les palettes, en fonction de ce que j'ai à défendre, là, c'était un super personnage. Cet agent, il est tellement complexe et tellement, tellement nuancé que c'est un plaisir pour un comédien de jouer ce genre de choses. Il y a aussi le physique qui est important dans ce film. Au-delà du physique d'Hakim Gemili, qui joue un joueur pro. Mais il a une belle teinture. Hakim, je savais qu'on allait y aller, un jour ou l'autre. Il a une très belle teinture, Hakim. Très belle teinture, mais tu sais qu'on avait besoin de ce physique précisément. On voulait un joueur qui avait un peu d'embonpoint. Bon, il a fait un travail absolument extraordinaire physiquement. Il est passé de un peu gros, il est passé de gros à un peu gros. Il travaille beaucoup, Hakim. Il a bossé comme un malade. En même temps. Non, oui, voilà. Non, mais je te jure, il s'y est filé, là, je l'ai vu physiquement se donner à fond. Et on avait besoin d'un peu d'embonpoint parce que ça raconte le joueur. Ça raconte la position dans laquelle il est. Il est au banc de son équipe parce qu'il a pris du poids, justement, parce qu'il a fait n'importe quoi. Tu sais, on les connaît, ces joueurs qui adorent sortir et qui dérapent facilement. Il a plus sa place et c'est le seul joueur que je représente. Donc on est un peu au même niveau. Mais même pour toi, physiquement, c'est un milieu où il faut jouer des coudes et t'incarnes un joueur qui est un agent de joueur qui est soumis à plein de pression. Il y a des gens qui viennent te faire des tête-à-tête tous les quarts d'heure, qui te mettent la pression. Physiquement, comment est-ce que tu joues ça, toi, pour t'imposer, avec le physique qui est le tien? J'étais puisé dans ce que j'ai vécu, quelque part, évidemment. J'habitais dans un endroit qui était pas facile, mais pour autant, il y avait de la bienveillance et puis il y avait des ouvertures. C'est sûr que quand tu as le physique que j'ai et que tu as la pression, la seule manière de t'en sortir, c'est de trouver une pirouette. Moi, c'était le rire, la tchatch. Ça m'a sorti de beaucoup de situations cheloues. Et puis, quand on est issu du quartier, on est souvent assujetti à des pressions parce que tu laisses tes amis, d'une certaine manière, qui étaient au même niveau social que toi, et d'un coup, tu les lâches. Et c'est ça le sentiment qu'ils ont. Pourquoi toi et pas eux? Et il y a ce sentiment de culpabilité aussi qui est très intéressant, parce qu'une fois qu'on est là-haut, on ne kiffe pas seul. On a très envie d'amener le maximum de gens avec nous. Et puis, dans ce film, on voit bien qu'il y a toujours une dette morale ou physique envers le quartier qui t'a vu grandir. Et dans Mercato, on voit aussi un truc, c'est qu'il y a le milieu de la rue, où ça peut jouer des gros bras,
mais il y a le très haut niveau où ça se dit des choses beaucoup plus dures, mais en souriant. Avec classe, volupté et élégance. Et beaucoup de méchanceté. mais avec une violence inouïe, bien sûr. C'est pour ça que c'est intéressant, ce milieu. On a le foot tel qu'on le voit et tel qu'on le ressent, nous. C'est extraordinaire. C'est le plus beau spectacle du monde. C'est shakespearien, le football. Il n'y a pas une pièce de théâtre qui peut rivaliser avec un match de grande intensité. Et puis, il y a des enjeux tellement énormes que les situations, elles vont avec. Elles sont folles. Sur le terrain comme en coulisses. Et en coulisses, évidemment, comme c'est la cuisine, c'est là où c'est le plus sale. Ça raconte aussi la déshumanisation. Ouais, bien des sûr. joueurs, Oui. Le fait que ce soit souvent de la marchandise, alors qu'à la base, c'est que des passionnés, mais qui se retrouvent pris dans un système qui les transforme juste en valeur marchande, qu'on envoie à l'autre bout du monde, même en Chine, et qu'on est prêt à faire sortir de leur club pour les vendre ailleurs. Ça raconte ça, et ça raconte aussi le manque d'empathie des gens qui font ce système envers eux. Écoute, les sommes sont dingues. Nous, quand on a écrit le scénario et qu'on a mis 1 milliard pour ce joueur, on s'est dit on tape un peu trop fort peut-être. Et 1 an après, aujourd'hui, il y a des contrats bien plus forts encore aujourd'hui qui sont proposés à certains joueurs. À partir de ce moment-là, tout est possible. Et évidemment, l'argent déshumanise. À ce niveau-là, il déshumanise totalement. Et ce qui m'a le plus touché, moi, c'est de voir la solitude du joueur. Alors, bien sûr qu'il vit des moments extraordinaires et que c'est grisant, mais c'est très, très dur à vivre psychologiquement et physiquement, je trouve. Est-ce que ça fait écho à des choses chez toi? Bien sûr, dans une autre mesure, bien sûr. Je suis parti d'en bas et puis j'ai commencé à gagner ma vie correctement et à susciter des envies. J'ai pu dribbler parce que j'avais une famille vraiment proche, soudée. J'avais des amis forts qui étaient là, bienveillants. Et puis j'étais entouré de bons conseils. J'ai eu Papy, j'ai eu Jean-François Bizot, Massadian, De Grève derrière, Bakri. J'ai eu plein de gens qui m'ont vraiment qui m'ont permis de slalomer à travers ça sans problème. On a eu la chance de rencontrer Kylian Mbappé, qui, dans notre interview, a dit des choses qui résonnent avec Mercato. On l'écoute. Il y a des gens qui ont oublié que tu n'étais pas un robot, en fait, que tu étais humain. Mais je pense que les gens nous voient comme des robots parce que c'est un éternel recommencement. Il allume sa télé, il te voit, tu joues, il l'éteint, il la rallume 3 jours après, tu viens, tu joues, t'éteins. Il y a un espèce de cercle robotique qui veut ça. Mais au final, quand tu vas un peu plus loin, tu vois qu'en fait, on est des êtres humains comme tout le monde, avec nos forces, nos faiblesses, nos craintes, nos assurances, notre confiance, nos doutes. C'est juste que les gens, des fois, s'enferment dans ce truc de se dire « Ah, le samedi, c'est foot ». Donc tu nous regardes jouer, t'éteins la télé et voilà. Pour eux, c'est un éternel recommencement. On joue bien ou on joue pas bien, donc ils critiquent ou ils nous encensent. On revient mercredi, c'est rebelote, quoi. Donc t'es un humain après tout. Comme toi. Vous avez été confinés ensemble? Ouais. J'ai eu la chance de passer plusieurs mois à ses côtés et aux côtés de sa famille. Par un heureux hasard, nos 2 familles se sont retrouvées dans la même maison pendant le confinement. Ne me demande pas pourquoi, c'est trop long. Il y a eu un virus. Oui aussi, ouais, voilà, essentiellement. Ah, en fait, c'est ça qui s'est passé. Et j'ai vu toute l'humanité. C'est aussi, je pense, ce moment qui a été un tournant pour ce projet dans ma tête. Parce que j'ai vu un gamin et sa famille avec une vie des plus normales. Tu vois, ils essayent d'avoir la vie la plus normale au monde. Et pourtant, c'est tout sauf normal ce qu'ils vivent. Et la pression psychologique qu'il peut ressentir, la pression médiatique, la pression internationale, tu vois, qu'il a sur ses épaules. Et de voir comment, avec aucun outil, il n'y a personne qui te prépare à ça, ils réussissent malgré tout à sortir leur épingle du jeu. Ça m'a touché, ça m'a fasciné de me dire que on pouvait réussir à être au centre du monde et tenter de rester humain, tu vois. À quel moment tu as vu quelque chose chez Kylian où tu t'es dit, moi, dans cette situation, j'exploserai en vol? La pression médiatique, la pression qu'on met sur sa famille, sur son frère, sur sa mère, sur son père. C'est, je pense, la pression qu'on met sur les autres qui m'aurait fait le plus mal.
Et je pense que c'est ça qui l'a le plus touché. Et quand je connais bien sa famille aujourd'hui, je peux le dire, il n'y a rien de plus humain que cette famille. Il n'y a rien de plus touchant que cette famille. Ils sont là et puis ils essayent de se démerder dans cet environnement et dans ce truc. C'est abyssal. Tu prononces le mot famille, il y a un mot qui, eux, les blesse, c'est le mot clan. Ils n'aiment pas qu'on dise le clan Mbappé, alors que moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer une famille. C'est une mère avec son fils qui pense à son petit frère, le père à côté. Moi, ce que j'ai vu... Il n'y a pas un clan, c'est pas une organisation. Alors, ce qui différencie la famille du clan, je pense, enfin, je sais pas. Si, il y a des... Enfin, je sais pas ce qui différencie les deux, mais en tout cas, ce qui m'a frappé, moi, c'est l'amour tout de suite qu'il y avait chez eux. Cet amour intense de tous pour tous. Et ils savent qu'il faut qu'ils fassent bloc face à l'adversité, parce que la pression est incroyable malgré tout. Alors évidemment, ils sont sur le toit du monde, mais à quel prix? Et puis, quand tu es affublé de tout et n'importe quoi et de ne pas pouvoir te défendre, parce qu'il faut rester digne, élégant et droit, c'est dur, parce que malgré tout, toi, tu la prends, la cartouche. Et elle vient pas d'une personne, hein. Elle vient de millions de personnes. Tu vois, on est dans une autre dimension. On est dans une autre dimension. Donc, organiquement, se mettre à leur place, c'est impossible. Et les critiquer, c'est extrêmement facile, ça c'est sûr. Mais imaginez par quoi ils sont obligés de... Les choses auxquelles ils sont obligés de faire face, elles sont je dis pas inhumaines, c'est parce que ça reste des joueurs de foot malgré tout, mais c'est extrêmement dur, je trouve. Mais c'est le cas aussi pour toi. À une autre mesure, oui. De toute façon, dès lors que tu as une épicerie qui fonctionne, tu vois, mon grand-père à Barbès, il avait une épicerie qui fonctionnait, on lui a dit de ne pas l'ouvrir, et pourtant, malgré les clients qui ne payaient pas leur crédit, malgré la famille qui venait taper dans les caisses, malgré les fournisseurs qui ne donnaient pas les bons fruits et légumes, et les condés à l'époque qui prenaient une bouteille de boulawan, il s'en sortait. Parce qu'il était heureux de faire ce qu'il faisait. Il avait une épicerie à Barbès, c'était le roi du monde. Il venait de Oujda, d'Herbasso. Il se retrouve à Barbès, au milieu de la capitale française, tu vois. Il était très heureux, et moi, je suis très heureux. Oui, mais toi, on te demande de réagir tout le temps à tout. Que tu parles pas, on te le reproche. Ça, c'est une déformation de la société, on ne peut rien y faire. On vient de là où on vient, et on ne peut pas s'empêcher de nous étiqueter. Je suis un rebeu de banlieue, je suis né à Barbès, j'ai un bras dans la poche, j'ai épousé une Française, tu vois. On nous met des étiquettes très facilement, à nous de ne pas rester cantonnés là-dedans. Je suis pas ça, je suis beaucoup plus et beaucoup moins. Ceci dit, je comprends complètement, vu la place qu'on occupe publiquement, qu'on nous sollicite. C'est normal. Après, il faut aussi comprendre qu'on n'a pas les réponses. On a juste des questions, nous. Ta notoriété, tu l'as utilisée pour faire un film culte, indigène. On écoute Roche Dizem en parler. C'est un film qui a permis l'échange. C'est important parce que je vais enfoncer les portes ouvertes, mais c'est pas grave. Le fait d'échanger avec les gens, personne ne sort indemne d'un échange. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Mais ça, personne ne nous l'enlèvera. C'est dingue de dire cette histoire, on ne nous l'enlèvera pas. Mais on essaie de la faire oublier. L'apport des colonies africaines dans la guerre mondiale, on ne l'a pas appris dans les livres d'histoire. Vous ne l'avez pas appris, je ne l'ai pas appris. Donc aujourd'hui, en tout cas, grâce à ce film, il y a un regard différent. Et ça permet aussi à toute une génération, aujourd'hui, de revendiquer ce passé-là. Parce que tu ne peux pas t'épanouir si tu n'as pas de passé, si tu ne connais pas ton passé. Quand ma fille, en seconde, elle ouvre son livre et qu'il y a l'affiche du film, je me dis, waouh, quel chemin parcouru. Moi qui n'ai pas fait d'études, justement, de voir que cette affiche-là qu'on voit maintenant, elle est dans le livre d'histoire, et dans le livre d'histoire qui raconte et qui rajoute ce détail important de l'histoire qu'on n'avait pas auparavant. Ça, par exemple, c'est sans doute à ce jour ma plus grande fierté. Est-ce que tu es d'accord avec lui? Qu'est-ce que je le kiffe, ce Roche Dizem. Évidemment que je suis d'accord avec lui. Bien sûr qu'on a le sentiment qu'on a été oublié parfois. Et ce film, il a contribué à ce qu'on fasse davantage partie de l'album de famille national. Et c'est extrêmement important. Parce que c'est injuste de nier l'apport de nos arrière-grands-parents, de nos parents
et de nous-mêmes. Aujourd'hui, on a une force, on a une force ajoutée, tu vois, on a une vraie valeur pour ce pays. Et avoir eu le privilège de raconter cette histoire, et effectivement, de voir aujourd'hui que c'est inscrit dans les livres d'histoire, c'est non seulement une fierté, mais c'est un accomplissement même. Est-ce que la scène en solo, ça commence à te démanger? Grave, sa race. Question suivante. Bah, ça s'écrit, ça... Écoute, je remonte là sur scène, et évidemment qu'à chaque fois que tu as l'amour du public, ça faisait des années que j'étais pas remonté sur scène, et c'est comme le vélo, ça revient tout de suite. Maintenant, si je reviens, il faut vraiment que je prenne la mesure de ce qui se passe autour de moi, tu vois, et raconter les choses qui me touchent le plus. C'est ça le plus dur à faire dans nos métiers. C'est rester connecté à l'intime? J'ai pas le choix. J'ai pas le choix, c'est comme ça que je prends mes meilleures décisions, c'est comme ça que je vis. Tu vois, comme tu parlais du succès tout à l'heure des Mbappé, c'est extraordinaire le succès, mais ça peut aussi être compliqué à gérer, tu vois. Il n'y a pas de feuille de route pour ça. Et j'ai pas de plan de carrière. J'ai toujours fonctionné au feeling, au fur et à mesure des rencontres, un peu comme toi, tu vois. Je me souviens plus de ta question, mais j'ai bien aimé ma réponse. Ouais, c'était bien. Moi aussi, pareil, je t'ai écouté, Non, mais c'était un spa. On a fait un petit spa. Le problème dans ton émission, c'est qu'on a l'impression d'être chez Watt. Après, on se laisse aller. Dans Mercato... Tu peux me faire une soupe? Dans Mercato, tu joues un agent de footballeur. Ouais. J'aimerais qu'on regarde un autre agent de footballeur. Qui? On séduit une gaufrette dans notre jargon footballiste. Kamel, je vois Mendes remplaçant, tu fais pas jouer Mendes? Non. Écoute, il nous faut un point. Hein, je vais pas aller chercher la merde en attaque, on reste en défense. Ah bon? Et pourquoi vous jouez l'option défensive? On a Didier et Mendes qui font des trucs super, qui s'entendent à merveille. Écoute, Jean-Pierre. Bon, autant essayer arrête. de... Je me mêle pas de ton business, tu te mêles pas de mes choix, ok? Ah, nos caméras sont dans les vestiaires visiteurs et Jean-Philippe va essayer d'en savoir un peu plus sur ce DJ Avananissus en lui posant directement les questions. Oh là, c'est pas bon ça. Jean-Philippe, vous êtes à l'antenne, on vous écoute? Oui, Robert. On vous écoute. Robert? Salut Jean-Phi. Bonjour Jean. Je suis avec Didier Azanavicius. Alors Didier, c'est votre première grande rencontre. Vous affrontez ce soir un PSG en super forme avec des joueurs comme Ngoté, comme Doberman, qui rappelons-le emmènera encore une fois la meilleure attaque du championnat. Didier, la pression, c'est dur à supporter? Ça se gère? Foot collectif. Cool. Pardon, excusez-moi. Pardon, hein, mais DJ, strun zut la flamote ou flûte la zamote. Donc, pushki la mamiesh qu'est c'est téléphone. Excusez-nous Jean-Philippe, mais les parents de DJ veulent lui parler d'urgence. Rassurez-vous, c'est une bonne nouvelle. Sa mère va être maman, ou vient d'être maman. Je n'ai pas exactement les positions, c'est au téléphone. Ah, une réaction peut-être. Au pied, DJ, au pied. Voilà, 2 agents. Waouh, j'avais carrément oublié qu'il avait joué un agent, Jean-Pierre. J'avais carrément oublié. J'aimerais qu'on regarde un extrait d'une bande-annonce écrite par un de tes camarades de route, qui est Mohamed Hamidi, et qu'on en parle, les Césars. Géraldine Nakache, 27 films en tant qu'actrice, 3 nominations au César, et pas de César pour moi. François Damiens, 80 films, 4 nominations, 0 César. Franck Dubosc, 53 films, 0 nomination, donc pas de César. Mais ça va, hein. Vincent Macaigne, nommé 6 fois au César et j'ai reçu 0 César. Louise Bourgoin, 28 films, 1 nomination, 0 César. Je peux dire 3 nominations? Parce que de toute façon, je les aurais méritées. Hein, donc, Je pense pas avoir honte de ne pas avoir eu de César. Et j'aurais pas honte non plus d'en avoir un. Je peux avoir un raccord maquillage? j'ai pas de César, j'ai pas de César. Ça veut pas dire que je suis une mauvaise actrice, ça veut pas dire que je dois arrêter de travailler. Je peux avoir un verre d'eau, s'il vous plaît? Non mais moi je comprends aussi que les Césars ne récompensent pas les comédies, mais en même temps, moi j'ai tourné des comédies qui n'étaient pas drôles. Si ça vous intéresse, moi je peux vous faire un petit extrait de mon discours en alexandrin sur Victor Hugo, mais ça vous intéresse pas? Moi, depuis mon premier film, j'avais acheté un smoking. Je ne l'ai jamais mis. Jamais. En fait, c'est très touchant aussi, de voir tous ces gens qui travaillent et qui ne sont pas récompensés. Je changerais peut-être de nœud parce que il doit me serrer maintenant. Et Jamel Debbouze dans tout ça. Qu'est-ce que tu veux pas savoir à quel point j'étais sur la feuille de match de ce magnifique sketch. C'est Mohamed Hamidi qui a eu l'idée.
réalisé par Cédric Clapiche. Préparation du Jamel Comedy Club en tournée et préparation surtout du Jamel Comédie Française. Ça m'a pris tellement de temps que j'ai pas pu faire partie de cette magnifique aventure. J'ai regretté. On n'est pas au JT de TF1, donc on va s'arrêter sur cette information. Alors, c'est quoi le Jamel Comédie Française? C'est là où t'es un enfoiré. Parce que normalement, ça aurait dû passer crème. C'est un projet que j'ai dans le cœur depuis des années. Depuis un peu après la création pratiquement un an après la création du Jamel Comedy Club. Une troupe, pour moi, ça résonne pièce, tu vois. Et moi, je viens de l'improvisation théâtrale où on était une équipe. Me retrouver seul sur scène, ça a été une déformation. Complètement. Je viens de la famille nombreuse, moi. Être seul, d'ailleurs, dans les coulisses, on était 1000, c'est pas pour rien, parce que être seul, c'est bizarre pour moi. Et j'ai toujours eu envie de partager la scène, vraiment. Alors, ça a commencé par le Jamel Comedy Club, mais avec une partition aujourd'hui, tu vois, là avec la troupe. À la fin, on présente le Jamel Comédie Française avec une pièce qui s'intitule La pièce. et on déroule. On a été dans un magasin de farce et attrape. Et on fait une pièce. Et je m'amuse plus que jamais parce qu'on est ensemble et ça sonne dans tous les sens. On tord le concept théâtral. On va faire une petite visite chez Molière. On lui dit « Wesh frérot, ça va ou quoi ?» Et ça le choque parce qu'il comprend pas. Il sait pas ce que ça veut dire, wesh. Et les gens, ils adorent. On a essayé un petit quart d'heure et ça marche bien. Donc mon rêve, ça serait de faire une pièce de théâtre et pourquoi pas monter une troupe et pourquoi pas un jour monter une école d'art comique, tu vois, si je devais pousser un peu. Et j'aimerais qu'on reparle de Mercato et du foot. Z-I-Z-O-U. Zizou. Zizou, Christ. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On pourrait s'arrêter là et se regarder pendant 1 heure sans rien se dire. Une lumière. Quelqu'un, un chef de clan, pour le coup, tu vois. On n'est pas de sa famille, mais il nous a tous guidés vers quelque chose de beau, de grand. Tu sais, il a fait marcher la machine à rêve, voilà. Et il nous a permis de rêver. Dans une ère où on nous explique que rêver, ça mène à rien. Ou en tout cas que c'est plus payant. Alors que ce qu'il y a de plus nourrissant dans l'âme, pour l'âme, c'est justement de rêver et d'avoir ce genre d'exemplarité extrêmement forte qui te permet de te transcender. Tu te dis, c'est ça que je veux être. Quelqu'un qui irradie par sa générosité, par son talent, et qui parle au cœur du monde entier, quoi, tu vois. Zinedine Zidane, c'est le monde entier. Et pour un gamin de Trappes, voir un gamin de la Castellane arriver à ce niveau, tu te dis, j'ai envie d'être lui. Et sans compter l'élégance et la grâce qu'il a sur un terrain. Quand t'aimes le foot comme j'aime le foot, mais même quand t'aimes pas le foot, t'as l'impression de voir un danseur étoile. Il y a une conversation avec lui que t'as en tête, que t'oublieras jamais? Bien sûr. Mais ça reste entre nous. J'ai des conversations que j'oublierai jamais. Je peux t'en livrer une, celle-là par exemple. Il me dit, c'est bien. J'ai dit, quoi, c'est bien? Mais c'est bien, tout ça, c'est bien. Il avait raison, c'était bien. On venait de faire un match caritatif et il trouvait que tout ça, c'était bien. Franchement, c'est bien, je te jure. Ils sont gentils, les gens. Et c'est bien. Ça ferait du bien à la France qui sont entraîneurs de l'équipe de France? Ça ferait du bien à la France, ça ferait du bien à l'équipe, ça lui ferait du bien à lui. Avec... S'il arrivait, ça voudrait dire qu'on aura perdu Didier Deschamps. Et ça c'est une immense tristesse parce que c'est quelqu'un qui a amené l'équipe de France là où elle n'a jamais été. C'est quelqu'un d'une rare intelligence. C'est le sélectionneur sportif par excellence, après Aimé Jacquet, qui avait prédit son succès. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Mais je pense que
qui de mieux que Zinedine Zidane pour reprendre le travail de Didier Deschamps? Qui de mieux que Jamel Debbouze pour refaire kiffer au cinéma dans le film Mercato? Personne. Une petite danse, mon pote, juste avant de partir. Exactement. Passez une Toujours excellente soirée. ne jamais oublier la petite Sedan Merci. qui fait Zirplay.